Bonsoir professeur André Grimaldi. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, inlassable défenseur d'un hôpital vraiment public. Vous publiez ce manifeste, voilà, manifeste pour la santé 2022. Alors justement, la santé en 2022, on prend les mêmes et on recommence. La 5e vague, ça y est, on y est? Oui, on y est, mais enfin, grâce à la vaccination, elle est pour le moment moins forte et moins grave que les vagues précédentes. Mais si elle devait être très grave, avec notamment en réanimation, avec les formes graves du Covid, alors l'hôpital ne tiendrait plus. Justement, l'hôpital est malade. Oui, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a parlé si on continuait comme ça, d'un pic de 1000 réanimations, hospitalisations par jour au mois de janvier. Ce que vous dites, c'est que l'hôpital n'est pas prêt à absorber à nouveau un tel rush. Si c'est une vaguelette, l'hôpital fera face. Si on a une vague comme on l'a connue antérieurement, l'hôpital n'est plus en état de faire face. Alors, il peut y avoir des sursauts de mobilisation, mais enfin, les gens fuient donc plutôt l'hôpital. L'hôpital est maintenant désorganisé. Alors, cette maladie vient de loin. Au fond, ça a été presque une heureuse surprise, la première vague, où tout le monde s'est mobilisé. Une solidarité inouïe. Entre tous les soignants. Mais imaginez le chirurgien qui n'a pas opéré ses malades parce qu'il y avait le Covid. Bon, au bout d'un certain temps, l'orthopédiste, il dit « Moi, je n'ai pas fait ce métier pour ça ». Bon, pendant que les cliniques, elles, peuvent continuer à opérer, il part. Les anesthésistes, pareil. Donc, il y a une usure. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. On voit d'ailleurs, il y a des mouvements de grève au CHU de Rennes, de Draguignan. Vous côtoyez tous les jours les personnels de santé, les médecins, les infirmiers, les infirmières. Est-ce que des enseignements de cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser ont commencé à être tirés ? Il y a un enseignement qui a été tiré lors du Ségur, qui est de dire nos salaires sont indignes. Les infirmières, pour le salaire des infirmières, on était en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. C'est-à-dire honteux. Donc on a remonté, on est en 16e position, on n'est pas encore au niveau de l'OCDE. On rappelle le Ségur de la santé qui proposait donc 9 milliards de revalorisation salariale, ça fait en gros 180 € net de plus sur un salaire. Une amélioration des filières, enfin un certain nombre de choses, donc une amélioration significative. Donc il y a eu des efforts quand même. Il y a eu un effort, mais sur la logique générale, c'est-à-dire qu'on a abîmé les équipes. Une infirmière peut commencer un jour à 7 h, la semaine d'après elle commencera à 14 h. Elle peut être un jour dans un service, le lendemain dans un autre service. Lorsque vous avez détruit le travail d'équipe, lorsque vous avez le sentiment de ne pas faire le métier pour lequel vous aviez une vocation, à un moment donné vous êtes usé, vous partez. Les gens disent « je ne veux pas couler avec le bateau ». 40% des infirmières et infirmiers pensent aujourd'hui à changer de métier. Non seulement 40% pensent, mais depuis déjà plusieurs années, un tiers des infirmières quittent leur métier dans les 5 ans qui suivent leur diplôme d'État. Et pour être une infirmière compétente dans un domaine très spécialisé, la médecine, la réanimation, la cardiologie, l'oncologie, il faut des années. Seulement, il n'y a aucune reconnaissance d'infirmières spécialisées. Bon, donc elles n'ont pas de profil de carrière. Puis on dit, elles peuvent aller dans la cardiologie si elles sont en diabétologie sans avoir eu une formation avant. Bon, donc on a fait ça en urgence pour le Covid, mais ça ne peut pas être un mode de fonctionnement. Alors justement... Cette histoire de lit éphémère, comment on peut parler de lit éphémère ? C'est intéressant la notion de lit sur laquelle vous revenez, parce que c'est le mot évidemment qu'on a énormément prononcé. Alors en plus, lit éphémère, on est dans une sorte d'oxymore. Les lits qu'il faudrait ouvrir ou qui restent fermés ou qu'on nous promet d'ouvrir. Aujourd'hui, on dit en gros, il y a un lit sur 5 qui devrait être ouvert mais qui reste fermé. On nous a proposé, le ministre de la Santé a annoncé des ouvertures de lits supplémentaires pour justement alléger aussi le travail du personnel de santé. Est-ce que ça, c'est faisable? Oui, mais encore une fois, on n'est pas dans une entreprise commerciale. Ce n'est pas des lits à la demande. Parce qu'un lit dans un hôpital, c'est une équipe compétente pour soigner le malade qui est dans le lit. Donc vous ne fabriquez pas des réanimations avec n'importe qui autour. Du jour au lendemain. Voilà, et c'est pas un mois de formation, c'est mieux que rien, mais c'est pas une formation spécialisée de qualité. Or c'est ça, cette vision commerciale d'un hôpital, entreprise commerciale comme une chaîne de production, c'est ça qu'on a mis en route depuis 20 ans, avec en plus une contrainte budgétaire depuis la crise de 2008-2010, qu'on n'a pas desserrée, et tout d'un coup ça a explosé.
C'était prévisible. Ça fait des années qu'on dit alerte, alerte, alerte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on nous dit, alors on va rouvrir des places dans les écoles, par exemple, d'infirmiers, 6000 places dans les écoles d'infirmiers. Est-ce que ça, c'est un bon début? Oui, mais ça c'est une chose. Mais première chose, c'est de dire on va changer le modèle de financement d'un hôpital public pour le faire fonctionner comme on l'a vu lors de la première vague. C'est-à-dire les professionnels au service du public et les gestionnaires au service des soignants. Or après, on fait l'inverse. On soigne en fonction de la gestion. C'est fou. Vous parlez de millefeuille bureaucratique, c'est ça? Oui, rien n'a été changé pour ça. On a en France 30% de plus de personnel administratif qu'en Allemagne. On a plus de personnel administratif que de médecins. Mais c'est normal parce qu'on a un millefeuille bureaucratique. On a l'unité, le service qui est ce qui devrait exister, qui est là, qui est l'équipe. Puis en plus, le pôle, plusieurs services entre eux, et c'est là qu'on dit que les infirmières sont recrutées dans le pôle, donc elles changent de service d'un jour à l'autre. L'hôpital, le regroupement d'hôpital, pour moi, l'assistance publique. Donc, vous voyez, on multiplie les strates. Alors, à chaque fois, c'est un directeur, un sous-directeur, des réunions, une secrétaire. Mais alors, est-ce que c'est pas un vœu pieux d'imaginer finalement un monde sans bureaucratie, sans validation, sans hiérarchie verticale? Il n'est pas question d'imaginer un monde sans bureaucratie. Il s'agit de savoir quelle est la place des soignants par rapport à des gestionnaires et quelles sont les structures utiles et les structures inutiles. Et le Covid a été utile pour ça. Il nous a montré quelles étaient les structures utiles et quelles les structures qui ne servaient à rien. La plupart des pôles qui regroupent plusieurs services ne servaient à rien, ne se sont pas réunis. Bon, il y a des structures utiles et des structures inutiles. Il faut supprimer les structures inutiles. Et puis, le président avait fait le bon diagnostic. Lors de la première vague, il a dit il y a des biens supérieurs qui doivent échapper aux lois du marché. Il faudra prendre des décisions de rupture, je les assumerai. Et pour qu'on soit bien convaincu, il a ajouté nous devrons nous réinventer, moi le premier. Est-ce que ça a été on s'est dit, ça y est, il a compris. Puis arrive le Ségur, et tout l'inverse. Édouard Philippe déclare, le diagnostic que nous avions fait avant était le bon, le cap était le bon, il s'agit seulement d'accélérer. Donc effectivement, on a accéléré. En 2019, on a fermé 3000 lits, en 2020, on a fermé 5000. Continuons. Vous pensez que c'est ce qui va se passer? On continue? Là, maintenant, s'il n'y a pas un plan d'urgence qui est annoncé clairement, qui est attractif pour notamment les infirmières et pour garder les médecins à l'hôpital. S'il n'y a pas ça, on continuera parce que tout simplement on dira écoutez, les infirmières ont bien les recruter mais elles ne sont pas là, les médecins partent, il faut faire avec une privatisation du système. Alors un plan d'urgence, ce serait par exemple augmenter de façon beaucoup plus significative les salaires? Un plan d'urgence, ça consiste à dire il n'est pas possible que les infirmières qui habitent près de la frontière de la Belgique, de l'Allemagne, de Luxembourg ou de la Suisse franchissent la frontière chaque jour pour gagner mieux leur vie de l'autre côté. Première chose. Deuxièmement, il faut embaucher du personnel. Parce que quand il faut le trouver, on dit même, il faut aller à Pôle emploi pour essayer de trouver. Donc on va le former et on va dire les conditions de travail vont être améliorées. C'est-à-dire que vous êtes dans une équipe stable. Vous n'êtes pas baladable d'un jour à l'autre, d'un service à l'autre, et vos horaires de travail sont stables. Vous n'êtes pas, je ne sais pas si je serai là demain, je dois revenir, je reste, parce qu'il manque quelqu'un. Des conditions de travail. Des conditions de travail qui ont une équipe, donc il y a un sens au métier. Il faut redonner un sens au métier. Parce que ce personnel, il existe, mais il a quitté le métier. Donc il faut à nouveau le convaincre. Absolument. Merci professeur Gribaldi. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre manifeste pour la santé 2022, c'est chez Odile Jacob, à mettre entre toutes les mains de tout bon candidat à la présidentielle. Vaudrait mieux ceux du moins qui veulent une rupture, ceux qui veulent continuer. Je suis sûre que vous le leur avez envoyé. Voilà. Bonne émission, tout de suite, c'est dans l'air sur le Covid justement et cette 5e vague avec Caroline Roux.